Nous sommes maintenant avec Madame Nadine Cazenave de l'Association des auteurs des Laurentides. Madame Cazenave, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Et vous, Vincent? Je vais très bien également. J'ai une hypothèse et j'aimerais que vous me disiez si j'ai tort ou si j'ai raison selon cette hypothèse-là. Mon hypothèse, c'est que pendant la pandémie, les gens avaient moins de choses à faire, se cherchaient des nouveaux passe-temps et donc il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à écrire, qui se sont crus des auteurs, qui ont donc rédigé des livres ou des œuvres quelconques. Et donc, est-ce que le nombre de membres de l'Association des auteurs des Laurentides a augmenté pendant la pandémie ou c'est complètement n'importe quoi que je viens de dire? Non, c'est pas n'importe quoi. Non, le nombre de membres n'a pas augmenté. Depuis plusieurs années, on tourne autour d'une centaine, 110, 120, 90. Donc, ça n'a pas augmenté. Par contre, oui, vous avez raison. Mes auteurs ont travaillé fort, fort, fort. Donc, on a beaucoup de nouveaux ouvrages. La plupart ont écrit un ouvrage supplémentaire, des fois deux, des fois trois. Et certains sont très prolifiques. Et puis surtout, vous avez raison, et puis je suis contente que vous parliez de ça parce que j'ai alerté, moi, à cette époque-là, les ministères en disant qu'on faisait partie des services essentiels, car pour certains, la lecture était leur seule occupation, leur seul moyen de s'évader de ce climat anxiogène qui était le Mhm. confinement et la pandémie. Et j'ai vu des gens, pendant la fermeture, alors que moi j'étais toute seule dans mon bureau, venir frapper désespérément à la porte en me disant, s'il vous plaît, qu'on puisse acheter des livres, sinon je vais virer folle ou fou. Donc oui, ça a été une période particulière, on va dire, pour le livre, dans tout le sens du terme. En quoi est-ce que la lecture représente, à votre avis, pardon, un meilleur mode échappatoire, une meilleure façon de s'échapper de la réalité, puis d'éviter, comme vous avez dit, cet environnement anxiogène ou peu importe le mot, comme en quoi est-ce que la lecture, c'est meilleur que regarder un film ou une émission ou que toute autre forme de divertissement pour cette capacité de s'échapper de la réalité puis de se divertir puis de penser à autre chose le temps d'une heure ou peu importe 2 heures, 3 heures, le temps qu'on dédie à cette lecture. Ben, le temps est important. Hein. Une émission, elle va durer 1 heure, peut-être 2 heures. Un film, il va durer 1 heure, 2 heures. Un livre, la plupart du temps, même si vous vous arrêtez au Mm. bout d'1 heure de lire, il va vous tenir pendant plusieurs jours. Vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez dans un autre monde, un autre environnement que le vôtre. Donc, c'est très précieux quand on est isolé, on est seul, ou bien isolé comme pour le confinement, et ça nous permet de faire travailler notre monde imaginaire. Donc, Mhm. ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des respirations, ça nous permet de rêver, ça nous permet de nous échapper quelque part de notre quotidien. OK, donc, selon ce que vous dites, j'en déduis que la valeur échappatoire, si on veut créer ce terme, la valeur échappatoire d'une œuvre comme Anna Karenina de Tolstoï est plus grande que son œuvre Ivan Ilitch, qui est une nouvelle de 60 pages, de la même façon que donc A Farewell to Arms de Hemingway, qui fait 250 pages, est meilleur échappatoire que Le Vieil homme et la mer, qui en fait 80. Ou est-ce que c'est faux, ça? Est-ce que c'est faux? Ben, oui, oui et non. Oui, c'est incontestable que quand vous devez passer à travers 300, 500, 600 pages, ça va vous prendre des jours et des jours, même si vous lisez bien et vite. Mm. Vous avez le temps de rentrer dans l'atmosphère, dans la réalité de l'auteur. Mais parfois, un livre très court, de quelques pages, mais bien posé, profond. Je pense Oui. à un de nos auteurs, Jean-François Beauchemin. Il n'écrit pas des gros, gros pavés énormes, là, mais je peux vous dire que quand vous lisez Le Jour des Corneilles, vous rentrez dans un monde complètement différent du vôtre. C'est Mhm. impressionnant. Ça vous dépayse tout autant. Alors, peut-être moins longtemps et encore. Vous voyez, moi, c'est un livre qui continue j'allais dire à me hanter, mais à m'habiter. Voilà, le mot est plus juste. Mhm. Donc, il y a des livres qui sont très forts et ils n'ont pas besoin d'être gros. Hein. C'est pas ceux qui parlent le plus longtemps qui sont les plus intenses.
Qu'est-ce qui, à votre avis, rend un livre pas de meilleur, qu'est-ce qui permet de plus facilement s'échapper dans un livre? Est-ce que c'est la complexité du monde qui est créé à la Seigneur des Anneaux, Tolkien, à la J.R.R. Martin, ou est-ce que c'est les leçons et la simplicité qui peut être tirée du livre, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui fait 150 pages, mais qui va juste vous hanter pendant le reste de votre vie? Qu'est-ce que ça diffère de personne en personne? Écoutez, là, moi, je vais parler en tant que lectrice, parce que en tant que Mhm. directrice de l'association, j'ai aucune compétence. Moi, je suis gestionnaire, je suis pas auteur, je suis pas éditrice, mais en tant que passionnée des livres, c'est un drôle de mélange. Bon, faut que le livre soit bien écrit, que le vocabulaire soit bon, faut que la lecture soit fluide, faut que le lecteur puisse rentrer facilement dans le livre. Euh, Après, il y a des fois, il y a des appropriations, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des réalités qui viennent nous chercher et nous concerner. Maintenant, des fois, c'est de la science-fiction, donc c'est complètement en dehors de nous. Il y a une crédibilité. Je pense que plus l'auteur se sent habité lui-même. Moi, j'ai des auteurs qui viennent me voir, ils sont en période d'écriture et ils me disent qu'ils n'arrivent plus à vivre leur vie quotidienne. Là. Ils sont possédés par leur Mhm. personnage. Donc, Mhm. ils se lèvent la nuit en disant ah non, 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 mais là, elle va mourir. Mon personnage va mourir. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle ne meure pas. Donc, c'est comme si c'était des gens qui vivaient avec eux. Donc, je pense que ça se ressent en tant que lecteur, forcément. Je pense que peut-être un des meilleurs exemples de ça, c'est Émile Nelligan, qui est un de nos en fait, prend notre plus grand poète et un des plus grands poètes de tous les temps. C'est Émile Nelligan a appelé son œuvre, l'entièreté de son œuvre, il a intitulé Le Récital des anges. Et je veux dire c'est écrit noir sur blanc que lui entendait la voix des anges, et donc c'est une certaine schizophrénie duquel il était atteint, et c'était le récital qu'il entendait, qu'il a ensuite transcrit et qui lui a permis d'écrire certains des meilleurs poèmes de tous les temps. Et donc, ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est que ces gens qui écrivent quelque chose qui va les habiter, faut d'une certaine façon que leur tête soit habitée par ces voix-là aussi. Là. Vous voyez, tout à fait. Et en même temps, vous voyez, Gabriel Filtoshiba, qui est aussi un de nos auteurs, puis qui a eu le prix l'année dernière de l'année, elle nous raconte son vécu, comme certains le Mm-hmm. savent. Elle est partie vivre en forêt. C'est quelque chose de particulier, de très intense. Elle parle de son expérience finalement, mais c'est très fort. Et ça vient nous chercher à différents niveaux, même si on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, puis qu'on n'a peut-être pas forcément envie, mais elle nous embarque dans sa réalité de manière très puissante. On ne peut pas s'en dégager. On est dedans, on est pris dedans, et comme vous dites, hein, hanté, moi aussi j'ai pris ce mot, parce que quand vous posez le livre, vous pouvez faire vos tâches quotidiennes, là, puis vous y pensez encore. Mm-hmm. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est fantastique. Quelle est, pour l'association, pour les membres, j'allais dire quelle est, je vous pose plutôt la question, est-ce qu'il y a un thème redondant qui revient dans la grande majorité des œuvres des Laurentides, dans le sens où les auteurs russes dans le temps de Tolstoï traitaient de l'aristocratie. Les auteurs à Paris, dans le temps de Faulkner et Fitzgerald, les expatriés, eux, c'était le détachement par rapport aux sentiments. C'est ça qui revenait. C'était le thème qui était redondant. Est-ce que dans les Laurentides, au sein des membres des auteurs des Laurentides, il y a un thème redondant? J'imagine que ça pourrait être la nature, ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, sur la centaine de membres, on a beaucoup de chance parce qu'on a une diversité extraordinaire. On a des romans historiques, on a des romans policiers, on a bien sûr des jeunesses. Euh, c'est sûr que certains auteurs vont mettre en valeur l'histoire des Laurentides, la richesse des Laurentides ou du Québec. Donc, vous voyez, Roxane Turcotte, dans la jeunesse, elle fait faire des enquêtes sur les différents manoirs qu'elle trouve partout dans le Québec. Et puis, elle va vraiment faire une enquête elle-même. Euh, on, on, a, on a cette richesse qui est remis en valeur
par les auteurs. Mais on a aussi une grande diversité. On a des récits de chemin de Compostelle comme Michel Mhm. Bouvrette et Jean Chapot, ou bien un voyage au Cameroun. Donc moi je trouve ça extraordinaire que dans une région comme les Laurentides, on ait justement une telle diversité de sujets et d'approches. Donc, moi, je ne vois pas un grand mouvement comme ça être établi. On est aussi à une période où les auteurs ont plus de liberté. Hein. Avant, les éditeurs demandaient à des grands auteurs, moi je veux que tu me parles de ça, je veux que tu me parles de ça. Et puis il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les médias. Donc c'était très important de retranscrire le quotidien, l'histoire du actuel, du vécu. Aujourd'hui, c'est moins nécessaire. D'où leur difficulté aussi d'aller trouver vraiment des sujets originaux. Vraiment. Mhm. Dans le temps de la colonisation et de l'occupation du Québec par les Britanniques, euh, le roi d'Angleterre a mandaté Lord Durham, qui est un aristocrate haut placé, c'était un lord. Donc, il a mandaté Lord Durham d'aller au Québec, d'étudier la société québécoise, d'étudier le peuple québécois et d'en pondre un rapport. Et donc, ça s'est intitulé le rapport Durham. Et Lord Durham a, de façon célèbre, dit dans son rapport que les Québécois sont un peuple sans culture et sans histoire. Et ce n'est pas une chose dont il fallait avoir honte. Le peuple québécois avait 200 ans, avait 150 ans. C'était un jeune peuple. Et donc, c'était normal qu'un peuple si jeune n'ait pas de culture et pas d'histoire. On ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose de la sorte soit créé en si peu de temps. Et donc, ma question pour vous, c'est est-ce qu'on en a une culture et une histoire quelques centaines d'années plus tard? Et si on n'en a pas encore, ça va prendre combien de temps ou ça devrait prendre combien de temps pour le peuple et la population québécoise de se créer ces deux choses-là? Mais là c'est sûr que j'ai aussi un regard à mon accent, vous entendez, d'ancienne Oui, française. Hein. effectivement. Mm-hmm. Voilà, donc pour moi, en effet, le peuple québécois est à l'adolescence. Hein. Maintenant, on est rendu à l'adolescence. Euh, il n'a pas une longue histoire comme vous appelez les vieux pays, c'est sûr, mais il a quand même une histoire. Et moi, c'est sûr qu'en tant que Française, je recherche toujours cette histoire. C'est la première chose que je fais. Je vais dans des sociétés d'histoire. Et je déplorais de pas l'avoir, d'avoir beaucoup de difficultés à avoir accès. Et je remercie tous les auteurs qui, qui ressortent ça, qui mettent en valeur cette histoire, qui commencent. Oui, ça y est, c'est le temps où cette histoire doit commencer à être compilée, Mm-hmm. articulée, mis en valeur, avec différentes réflexions, parce que toute histoire est contestable. Hein, chacun voit d'un bord ou d'un autre. Donc oui, c'est en train de se construire, et puis il faut le faire vite là maintenant, avant que ça échappe. Hein. On Mm-hmm. détruit des patrimoniaux, et pour moi, ça n'a pas de sens là. Mais heureusement que les auteurs ont ce souci de leur histoire à tous les niveaux. Donc oui, c'est en train de se faire. En train, oui. Est-ce qu'il nous manque ou est-ce que la création de notre histoire et de notre culture aurait pu être catalysée par un événement marquant de la sorte du jour de la Bastille ou l'indépendance américaine, George Washington qui traverse le Delaware le jour de Noël? Est-ce qu'il nous manque peut-être un événement marquant pour lancer la création de notre histoire et de notre culture? Mais vous en avez eu des événements marquants. C'est vous c'est sûr que quand on le vit, l'événement, ben, ça paraît normal, là, mais de l'extérieur, c'était des événements marquants. Je veux dire, la Révolution tranquille, les patriotes, je veux dire, il y en a plein d'événements marquants dans votre histoire, c'est pas vrai. Puis, il y a des événements marquants, je veux dire, à plus petite échelle, comme dans les Laurentides. Je veux dire, le curé Labelle, c'est un événement marquant. Tout ce il a fait pour les Laurentides. Donc, des événements marquants, il y en a. Je veux dire, la grande époque où les centrales hydroélectriques se sont construites, mais écoutez, c'est phénoménal vu de l'extérieur. On se dit, waouh, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez, bon, il y a des choses politiques, il y a des choses technologiques, il y a des choses. Mais vous en avez des événements marquants.
mais il faut savoir les mettre en valeur, se les C'est ça, approprier exact, exact. et en faire quelque chose plutôt que de dire oh mais ça c'est le passé, on veut plus savoir, on veut rien savoir de ça. Non non non. Mais c'est normal. Vous êtes un peuple adolescent. Qu'est-ce que fait un adolescent? L'adolescent il dit quoi? Papa, maman, je ne veux plus entendre parler de vous. Vous êtes des vieux, vous comprenez rien. Moi je vais tout changer. Oui. Et tu vas faire quoi? Ben je sais pas. Voilà. Hein? Là, pour l'instant, le Québec, il est là. Il veut plus rien savoir de l'Angleterre, de la France, des États-Unis. Papa, je veux plus le voir. Maman, elle est vieille, je veux plus la voir. Puis nous, on va tout changer. Oui. Et vous faites quoi? Ben, on sait pas. Voilà. Mais vous allez trouver, justement, en allant puiser dans ces racines-là, avec tous ces beaux événements, et Hmm. vous allez créer un peuple, vous êtes déjà un peuple particulier, avec une identité vraiment marquée, très forte. Pensez-vous que, pensez-vous que les auteurs d'un pays, que les auteurs d'une région ont un rôle à jouer dans l'installation d'un courant de pensée de cette région-là? Parce que si au Québec, par exemple, une grande quantité d'auteurs avaient écrit des œuvres célébratoires de, par exemple, comme vous dites, la construction des centrales hydroélectriques ou les draveurs, ou choisissez le sujet typiquement québécois, s'il y avait eu des dizaines et des dizaines d'auteurs qui avaient écrit quelque chose de célébratoire là-dessus, est-ce que ce serait plus présent dans notre conscience collective et est-ce que donc ça aurait contribué à faire de ce sujet-là une partie plus intégrale de notre histoire et de notre culture? Je pense que c'est le cas. Vous avez des grands auteurs chez vous qui écrivent des livres comme vous le citez et qui sont connus ailleurs dans le monde. Euh, Ça, c'est une particularité que je ne m'explique pas. Bien souvent, vos talents sont mieux reconnus à l'extérieur du Mm. Québec qu'au Québec, ou c'est après coup. Hein. Ils vont se faire reconnaître à l'extérieur, puis alors là, les Québécois s'intéressent à eux. Encore une fois, quelqu'un comme Gabriel Filto-Giba, qui est en France actuellement, Jean-François Beauchemin, ce sont deux auteurs qui sont très connus en France, qui ont beaucoup de succès. Et puis ici, je suis toujours étonné quand je cite leur nom, que si peu de gens les connaissent. Mon Dieu, ils ont un talent extraordinaire, voyons. Donc, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça existe déjà. Les auteurs font leur travail. Maintenant, ça va prendre du temps pour que ça rentre dans la population générale, on va dire, Mhm. au travers de lectures, au travers de les faire connaître, comme fait l'association, donner de la visibilité et faire comprendre combien c'est important d'écouter son histoire, d'écouter sa culture, parce que c'est là-dessus qu'on va construire une société pour l'avenir. C'est là que tout se joue. De la même façon que Coco Chanel ou Yves Saint-Laurent décidaient ce que la société allait porter pendant l'année prochaine, est-ce que vous pensez que des auteurs peuvent décider ce que sera le dialogue collectif pendant une année? Est-ce que l'œuvre, est-ce que le travail d'auteur peut guider le dialogue collectif de la même façon que ces grands designers pouvaient guider la mode? Mais certainement, certainement, je ne vois pas pourquoi ça aurait eu lieu ailleurs. Ça a eu lieu en Angleterre, en France, aux États-Unis, pour prendre des pays proches de nous. Mm-hmm. Et je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas ici. Mais encore une fois, c'est une histoire de temps et de maturité. Hein. Je pense que c'est en train de se produire. Et puis, vous savez, des mouvements comme Riopelle, vous avez des grands artistes chez vous qui ont, qui ont ouvert des portes pour Mm-hmm. d'autres créateurs derrière, que ce soit dans la littérature, la peinture, la danse, l'art. Donc, Monsieur Seguin également, hein, dans la danse, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une visibilité mondiale. Et oui, il y a des mouvements qui se produisent. Et ça va s'intensifier, et puis la population va s'appuyer là-dessus à un moment.
Moi, je crois que c'est juste une... Mais c'est mon opinion, là. Et je suis vraiment pas spécialiste de tout ça. Dernière petite question pour vous. Je vous le jure, parce que je pourrais discuter de ceci pendant encore 2-3 heures. Dernière question. Vous avez mentionné votre accent, donc vous êtes un français, vous avez des origines françaises, vous êtes directement française. Donc, question par rapport à cela. Est-ce qu'il y a un moment auquel vous pouvez pointer dans l'histoire française puis dire que, voici la naissance de notre culture et de notre littérature? Est-ce que ce serait le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes? Est-ce que ce serait Rimbaud, Verlaine, Hugo, Molière? Qu'est-ce que ce serait s'il y en a un? À la fois, la culture française, elle est la synthèse de ces centaines d'années, hein, de Quasiment milliers va-de-vient, d'années. de certitude, d'errance aussi, hein, parce qu'on Mhm. on n'a pas fait que des bonnes choses, loin de là. C'est sûr qu'il y a des événements marquants qui vont être différents pour chacun. C'est sûr que quelqu'un comme Victor Hugo, qui était en plus très impliqué sur le plan sociétal, Mhm. politique, a agi énormément, mais on peut prendre plus tard Malraux, des figures, on peut en trouver tout le long de notre histoire. Je pense qu'ils ont été déterminants, ils nous ont probablement éclairés et ouverts sur certaines erreurs ou possibilités, mais je pense surtout que c'est la synthèse, c'est le tout. Et un peuple, comme une personne individuelle, et se construit de ses réussites et de ses échecs, et de ses errances, et puis de ses maladresses, pas que de ses réussites. Et c'est ça qui fait la richesse d'une culture, Mhm. finalement. Madame Et puis Cazenave, le temps. oui, le temps dont on manque, malheureusement, je m'excuse, ça va être tout aujourd'hui, mais c'est super intéressant. Puis la prochaine fois que vous voulez venir nous discuter, nous jaser de ça, on va vous accueillir les bras ouverts. C'est toujours super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci beaucoup à vous. C'était très intéressant. Merci bien. Merci.